Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Romain Castelli. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Du coup, Romain, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat. Alors, je suis devenu avocat un peu par hasard. En fait, je voulais pas forcément faire avocat. Je voulais être cycliste professionnel. Rien à voir. Complètement rien à voir. Et donc, en fait, dans le cadre de mon projet sportif, j'étais en sport-études vélo. La fac me permettait d'avoir du temps libre pour m'entraîner. C'est comme ça que j'ai suivi en fait mon cursus de droit de licence 1 à licence 3. Sauf que quand même avec une confiance toute relative en le fait d'être cycliste pro, ou plutôt la raison qui fait qu'on suit quand même des études en plus, mais on y croit très fort? Non, j'y croyais très fort, mais bon, ça reste toujours incertain. Donc, mes parents étaient plutôt contents que je continue mes études. Donc, je me suis inscrit vraiment en licence 1. Sans aucune ambition de notes, d'avoir un bon master, de faire le barreau. Vraiment, ça m'était vraiment éloigné, complètement éloigné. Sauf que je ne suis pas arrivé en fait à passer professionnel en vélo. Du coup, c'est posé la question de mon avenir. Et ça s'est posé à quel moment à peu près ? Fin de la licence 3. Enfin, j'ai vu en fait que j'avais un bon niveau, mais pas suffisant pour que ça soit OK. Donc, je me suis remis dans les études. Un peu tard. Ça a été dur de lâcher ? Oui et non. Non, parce que ça demandait une vie quasi monacale. Ça m'a un peu empêché d'avoir une vie étudiante pleine, en fait. Donc j'étais quand même content de découvrir un peu ce que c'est la vie étudiante classique. Donc les soirées, avoir son appartement, ce genre de choses. Donc déçu parce que voilà, j'y avais mis de l'engagement, mais content aussi de découvrir une vie un peu plus, un peu moins monacale, voilà, ouais. Un peu moins austère. Et pendant ces 3 années de licence et de vélo, enfin voilà, vous dites que vous n'y alliez pas avec des objectifs de notes particuliers et que voilà, mais ça vous plaisait quand même ? Ça me déplaisait pas. Vous posiez peut-être pas trop la question. Après, c'était vraiment, disons, des études alimentaires en fait. C'était pour cocher la case. J'ai vraiment en fait commencé à aimer le droit quand j'ai découvert le droit des sociétés, comptabilité. C'était en master 1. Donc, je suis allé à Aix-en-Provence, en master 1 droit des affaires, fiscalité, comptabilité. Et là, j'ai commencé à toucher les doigts en fait des matières qui me plaisaient beaucoup. Qu'est-ce qui vous a plu dans ces matières à cette époque ? L'aspect en fait qu'on sortait vraiment du droit pour toucher un peu la matière économique de très très loin, mais j'ai bien aimé la logique et les grandes masses que ça impliquait. Donc, pour le coup, j'ai vraiment pris du plaisir en faisant mon Master 1 à Aix-en-Provence. Et j'ai mis un bon coup de collier pour avoir des bonnes notes. Et ça a marché. J'ai eu des bonnes notes et ça m'a permis d'intégrer en fait un bon Master 2 qui est Alors certains diront que c'est le faux DJCE, mais en tout cas, à Aix-en-Provence, c'est le seul DJCE, donc c'est le vrai DJCE. DJCE d'ingénierie des sociétés, où vraiment je me suis complètement épanoui en droit des sociétés, comptabilité, fiscalité. Et ça m'a aussi permis en fait, de découvrir tout l'environnement des cabinets d'affaires qui m'étaient totalement étrangers à Avignon, en fait, où ça n'existe quasiment pas. Là, à Aix, on avait des intervenants qui venaient de Paris, de gros cabinets. C'est vrai que ça fait un peu, ça faisait un peu rêver. On voyait ces cabinets américains qui venaient nous faire cours à Aix pour essayer de nous avoir en stage. Enfin, ouais. C'était marrant, les petits déj. Et justement, est-ce que vous avez vu une différence d'horizon entre jusqu'au Master 1 à Avignon et puis ensuite à partir du Master 2 à Aix ? Est-ce que vous avez eu l'impression
que les horizons s'élargissaient ou d'avoir des perspectives d'avenir, de vie professionnelle auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé avant. Enfin, qu'est-ce que ça a fait chez vous, ça? Ouais, alors j'ai fait mon M1 à Aix. Okay. Je suis parti en fin de licence. Ouais. Et oui, pour le coup, le fait d'être parti à Aix, ça m'a ouvert un champ d'horizon vraiment insoupçonnable. J'aurais pas pu en fait faire ça en restant à Avignon, je pense. En tout cas, à mon époque. Ouais. Peut-être que aussi j'étais pas assez impliqué dans la fac et dans tout ce que ça pouvait apporter, mais en tout cas, j'ai vraiment vu la différence en termes d'ouverture sur le droit des affaires. C'est peut-être moins le cas sur d'autres matières, mais en tout cas sur le droit des affaires, c'était flagrant en fait. On avait vraiment accès à autre chose en fait, vraiment. Ouais. Et j'imagine que comme vous avez été courtisé par des cabinets d'Aix-en-Provence et d'ailleurs, ça a été peut-être les premiers stages à ce moment-là? J'ai fait mes premiers stages en Master 2, en entreprise d'ailleurs, à Aix-en-Provence. Et c'était, comme j'avais pas forcément mis l'accent sur faire des stages avant. On ne peut pas être et sur le vélo et en entreprise. Du coup, j'ai pas été forcément bien été accueilli par les gros cabinets parisiens. Mais j'ai réussi pour mon stage final à intégrer un cabinet anglo-saxon à Paris. Ouais. Donc premier stage en M2 en entreprise, ensuite CRFPA et après école d'avocat. Enfin, vous avez enchaîné ça. Ouais, CRFPA, je l'ai tenté une première fois en M1, sans succès. Deuxième fois en M2 et là ça a fonctionné. Donc CRFPA et école des avocats à Marseille. Donc école des avocats du Sud-Est, je crois. Et avec volonté de devenir avocat ou plutôt comme une suite du parcours? Enfin, c'était quoi votre rapport à ce moment-là au futur professionnel qui s'ouvrait à vous? Non, en fait, une fois le M2 terminé, le pré-barreau obtenu, là, je me suis vraiment mis en mode, bon, j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait dans le métier d'avocat, à savoir la dimension un peu économique qu'on peut avoir en droit des affaires et peut-être encore plus dans le droit des fusions et acquisitions. Donc là, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, ça a l'air trop cool, on y va, quoi. Donc là, vraiment, je me suis dit... c'est parti. Ce qui m'a amené à mon premier... Non, pardon, en PPI, j'ai fait aussi un PPI, j'ai fait l'IAE Dex, donc de la finance internationale. Oui. Et c'était en alternance, donc j'ai pu faire en fait mon alternance du PPI en même temps que mon stage final, donc c'était 2 fois 3 mois. Et vous étiez en cabinet ou en entreprise? En cabinet. En cabinet? Ouais, un cabinet à Paris. J'ai découvert vraiment le monde des cabinets. C'était mon premier, en fait, mon stage final était mon premier vrai stage d'avocat. Ouais. Donc vous étiez en cabinet à Paris pendant que vous étiez à l'IAE en PPI? Ouais. Ok. Mais l'IAE de Dex. Dex. Ouais. Ok, donc vous faisiez du... C'était 3 mois, donc c'était jouable. Okay. Ouais. Et donc là, découverte des cabinets parisiens? Ouais, avec perte et fracas. Avec perte et fracas, ouais. Comment ça s'est passé justement? Non, mais vraiment, j'ai atterri donc, dans un cabinet anglais en plein closing d'opération. J'avais mis les pieds dans un cabinet, donc je savais même pas utiliser Word correctement. Je me rappelle, ça a été vraiment très dur, quoi. Je me suis dit, en fait, c'est ça les fusions acquisitions, c'est pas du tout comme dans les séries. On finissait hyper tard. Donc, les premiers 3 mois durent. Très, très dur. Il a fallu que je me mette au niveau. C'était des bons moments, mais voilà, il y a eu un peu des doutes. Ouais. Et les doutes, vous les avez laissés passer en vous disant on va voir les prochaines expériences. C'était justement ce rapport aux doutes. Non, mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens assez bienveillants en fait, assez tôt, qui m'ont pas mal coaché, ce qui m'a permis de rectifier le tir assez rapidement quand même. Donc c'était quoi ce coaching? C'était Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté ces personnes? Des choses toutes bêtes, mais par exemple quand on n'est pas du tout habitué à l'univers des cabinets d'avocats, on ne sait pas que la forme c'est autant important dans un document.
dans le rendu. On a tendance à privilégier le fond, en fait, la capacité à être malin, mais pas forcément la forme. C'est en tout cas la forme qu'on attend dans des cabinets d'affaires. Et ça, en fait, quand on l'a pas, pour vraiment avoir un niveau de forme qui fasse que les associés soient contents, faut quand même se faire violence, quoi. Et donc on m'a vraiment dit, bon voilà, en fait, il faut vraiment être bête et méchant, faire attention quand tu rends tes documents à ce qu'il y ait la même police de partout, soit justifié. Donc on m'a fait une petite checklist du stagiaire, et on m'a dit, bon voilà, si tu veux avoir une chance d'être embauché, il faut que tu respectes ça, voilà. Même si des fois c'est bête, mais donc c'est dans ce sens-là que j'ai été un peu coaché. Ouais. Ouais, donc pas mal de choses liées à la forme. Ouais. Et d'autres choses plus relationnelles, ou là, de ce point de vue-là, c'était fluide? Non, au niveau relationnel, ça allait. L'importance de l'anglais également. C'est vrai que quand on est... moi, j'ai pas forcément mis l'accent dessus pendant mes études. Et au DJCE, on nous dit que c'est important, mais en fait, tant qu'on n'y a jamais été confronté, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire important, quel niveau on demande. Donc là, j'ai pris conscience du niveau qu'il fallait avoir. Donc pareil, faire des efforts sur la capacité à bien écrire en anglais. Donc c'est vraiment ça les 2 points sur lesquels j'ai dû me mettre à niveau rapidement. Ouais. La forme et la maîtrise de l'anglais, quoi. Surtout en cabinet anglo-saxon. Ouais. Et le deuxième stage s'est mieux passé? Le stage final, du coup? En fait, j'ai mêlé les deux, et donc okay. j'ai été embauché à la suite de ce stage final, qui était aussi mon PPI. Ouais. Ok, donc full circle dans un cap qui fait que quand on arrive en collab, on est déjà bien acculturé, quoi. Oui, non, c'est vrai que je connaissais, j'avais mes marques. Ouais. Ouais. Vous aviez envisagé d'aller dans d'autres cabinets? J'avais eu une offre, mais non, j'ai su assez vite, avant la fin du stage, que ça allait fonctionner, donc j'ai pas cherché ailleurs. Et vous, ça vous plaisait? Ouais, le cabinet était sympathique. J'avais des bons supérieurs, on va dire. Donc non, j'ai beaucoup appris. J'ai tissé des vraies relations d'amitié. On travaillait pas mal, mais dans la bonne ambiance. Ouais. Ça a duré combien de temps, cette expérience? Ça a duré 2 ans et demi. Ensuite, j'ai réussi à me faire envoyer en détachement à Londres. Donc j'ai réussi à me faire envoyer en détachement, ça veut dire qu'il y a eu des démarches en ce sens? Il y a eu une demande, ouais. Il y a eu une demande qui a été accueillie positivement, donc c'était super. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup dans le cabinet, ou au contraire vous le voyiez pas trop mais vous en aviez envie, donc vous avez forcé un peu la porte? Non, c'était pas forcément dans la culture, mais sans forcer, mais j'ai exprimé une demande. Ouais. Et le cabinet y a accédé. C'est ça. Donc 6 mois, c'était très sympa de découvrir la City, l'environnement des cabinets anglo-saxons à Londres. Voilà, c'est des tours où il y a 1000 avocats. À Paris, je ne connaissais pas ça. Ouais. C'était assez marrant. Les retours sont souvent mitigés, toujours positifs sur c'est chouette d'avoir une expérience à l'étranger, dans le cabinet, on tisse des liens intéressants et tout, mais parfois un peu mitigés sur l'utilité qu'on peut avoir, soit comme avocat étranger dans un autre, dans le même cabinet, mais ailleurs, quoi. Que vous, est-ce que vous vous êtes senti opérationnel et utile là-bas, ou est-ce que c'était des semi-vacances? Comment vous avez vécu ces 6 mois? Alors non, mais effectivement, ça n'avait pas forcément été hyper bien organisé, dans le sens où je suis arrivé là-bas et on se dit mais c'est qui lui? C'était un peu ça, donc c'était pas du tout organisé. On était 80 en corporate, donc j'étais vraiment noyé dans les équipes, et ce qui fait que j'ai pas beaucoup été intégré à la vie professionnelle du bureau de Londres, clairement pas. Et puis à Paris, j'étais plus là, donc ils n'avaient plus forcément le réflexe pour me donner du boulot, mais ce qui m'a permis de développer mon perso. Oui.
en fait. Mais parlons-en. Du coup, donc le cabinet a double financement. C'est la grosse montée en compétences en anglais et 2, le développement du perso depuis Londres. Donc je les remercie. Non, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de temps en fait, que j'ai employé à initier un début de clientèle. Ouais. Donc ça c'est plutôt bien tombé. Ok. Et c'était le développer votre clientèle, c'était un projet que vous aviez déjà, ou c'est une fois sur place, un petit peu désœuvré, vous vous êtes dit bon, on va rendre ce temps utile et on va développer. Enfin, ou est-ce que c'est un hasard d'un premier dossier, d'une première rencontre qui fait que ensuite ça s'est enchaîné? Enfin, comment était c'était plutôt intentionnel, plutôt... Non, mais j'avais déjà un petit peu initié le développement à Paris, mais c'est vrai qu'on est toujours limité par le temps en fait. C'est ce qui bloque quand on est en collaboration dans des cabinets un peu gros. Du coup là, j'avais débloqué ce paramètre, j'avais du temps. Ce qui fait que dès qu'on a plus de temps, en fait, par magie, le développement augmente. Se fait, ouais. Vous vous y êtes pris comment, justement, vous, pour développer? Alors moi, j'ai pas mal développé au lancement d'une plateforme LegalTech Captain Contrat, oui. Vous devez connaître. Je pense que j'étais parmi les premiers avocats sur cette plateforme. Comment vous aviez rencontré qu'est-ce qui fait que vous avez fait partie des premiers avocats à collaborer avec cette plateforme? Je pense que c'est le hasard. Je me rappelle plus, mais j'ai dû voir un article sur LegalTech. Je leur ai écrit et puis c'était parti. Et puis je suis devenu leur avocat en fait par la suite. Trop bien. Donc ça s'est vraiment fait comme ça. Ça a été pour moi un très bon canal de développement. Ouais. Donc vous étiez dans un cabinet anglo-saxon sur, j'imagine, des grosses opérations de FUSAC pour des grosses sociétés. Oui, c'était des grosses boîtes. Ouais. Et vous voyez passer un article sur la création de cette LegalTech. J'imagine que ça vous a intrigué, vous avez trouvé ça intéressant. Enfin, disons que par rapport à d'autres avocats, vous n'avez pas vu en cette LegalTech le mal incarné. Ah non, pas du tout. Pas du tout, non. Je me suis dit, c'est marrant, ça me permet de développer en fait. Ouais. J'ai vraiment eu ce réflexe-là. Ouais. Et quand vous les avez contactés, eux, ils étaient dans une démarche d'aller chercher des avocats partenaires ou pas encore? Enfin, Si, non, c'était ça. Ils voulaient faire grossir leur base d'avocats partenaires. Donc ils étaient ravis que des collaborateurs de cabinets bien en place soient référencés. Parce que ça leur permettait, je pense, aussi de leur côté de vendre l'expertise, fusion-acquisition, levée de fonds. Oui. Donc non, ça s'est fait vraiment comme ça et ça a bien marché. Ouais. Quel type de clientèle est-ce que vous aviez notamment via Captain Contrat? C'est assez varié en fait. On avait beaucoup de volume, mais sur le volume, on arrivait à avoir des sociétés que j'ai toujours en client, des belles sociétés en fait. Ouais. Donc il y a aussi des sociétés assez installées qui ont recours à des entreprises comme Captain Contrat. C'est vraiment de la curiosité là. Moi, ça date un peu maintenant, mais en tout cas à l'époque, c'était pas des sociétés installées, mais ça pouvait être des sociétés prometteuses en fait. Donc c'était vraiment ça le pari, c'était de faire du volume et puis sur le volume arriver à garder. Parce qu'au final, il faut pas tant de clients que ça pour se lancer. Il suffit d'avoir 5 sociétés qui font des opérations tous les 18 mois et puis ça suffit pour amorcer la pompe en fait. Donc c'était plutôt une stratégie de rencontrer beaucoup de monde et puis sur le volume, nécessairement il y a des gens qui vont faire des choses et qui vont vous recommander et après il y a eu aussi beaucoup de temps passé, temps consommé pour rien, mais ça c'est le jeu de l'exercice de développement. Et ce temps consommé pour rien, parce que comment ça marche? Alors peut-être que ça marche pas pareil aujourd'hui qu'avant. Du coup, c'est Captain Contrat qui fait de la mise en relation
enfin, on a des entreprises ou des entrepreneurs qui passent par Captain Contrat pour des opérations et sur certaines pour avoir un conseil individualisé ou pour changer certains documents, enfin personnaliser certains documents. Du coup, la plateforme propose une mise en relation avec un avocat partenaire. Et là, il y a un système de... Enfin, du coup, c'est une mise en relation, mais l'avocat a tout à faire pour gagner le client. C'est comme ça que ça se passe ? Alors, à l'époque, en fait, je sais pas, par exemple, il y avait un client, un prospect qui veut mettre en place un plan de BSPCE pour sa boîte. Du coup, il y avait un système de mise en relation et on avait accès à, par exemple, donc un logiciel qui permettait de sortir, je sais pas, les statuts en automatique en fait. Et donc c'était cette fonctionnalité-là qui était facturée à l'avocat. Bah, après, la tarification était assez libre. Je crois que ça a changé par la suite. En tout cas, au début, c'était ça. Par exemple, un client voulait monter sa SASU. Donc, Captain Contrat collectait les informations pertinentes, les rentrait dans son logiciel. Puis nous, on avait un projet de statut qui arrivait, qui était exploitable à 60-70%. On faisait le delta et puis là, pour le coup, c'était une facturation, un tarif unique. Ouais. Voilà. Ok. Donc, finalement, c'est pas sur cette partie-là qu'il y avait beaucoup de commercial, entre guillemets, de temps perdu avec des prospects pour potentiellement qu'ils deviennent des clients que ça se faisait, parce que ça passait directement par la plateforme. Ouais, mais il y avait quand même un travail un peu de... Parce que, par exemple, l'offre levée de fonds, à l'époque, en tout cas, peut-être c'est le cas aujourd'hui, mais à l'époque où j'étais dessus, c'était pas du tout structuré. Donc, il y avait, si la plateforme vous appelait en vous disant, bon, il y a un client qui veut faire une levée de fonds, il y avait quand même un vrai travail de faire une proposition claire, de montrer qu'on sait faire. Donc, il y a, disons, sur les prestations à plus haute valeur ajoutée, il y avait quand même un vrai travail de vente, clairement. Ouais. Et je comprends que vous n'êtes plus sur Captain Contrat. Non. Que maintenant c'est juste votre client, mais que vous n'êtes plus sur Captain Contrat. Non, c'est plus mes clients. Et c'est même plus vos clients. Pardon. Combien de temps est-ce que vous avez été sur Captain Contrat ? Enfin, vous êtes appuyé dessus pendant combien de temps pour développer votre perso ? Je dirais 4 ans. Ouais, quand même. Ouais. Donc, une partie pendant ces 6 mois où vous étiez en Angleterre. Ouais. Et puis ensuite, pendant encore 3 bonnes années derrière. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que... Enfin, vous avez arrêté quand vous avez eu... Enfin, qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté ? En fait, c'est au bout d'un moment, on a... Enfin, en tout cas, me concernant, j'avais tellement de travail avec le cabinet, en collaboration, que c'était plus gérable. C'était plus gérable, en fait. Ouais. C'est ce qui a fait que j'ai stoppé. Ouais. C'est que ça demandait trop d'engagement pour... Il y avait trop de pertes aussi, trop de pertes, trop de coups d'épée dans l'eau. Et à côté de ça, le cabinet était très demandeur. Donc, c'est un problème de temps, quoi. Ouais. Donc, vous rentrez d'Angleterre. Et ça a été votre principal canal de développement de perso, Captain Contrat ? Au final, oui, parce qu'en fait, ça a bien marché. Mais comme je travaillais quand même beaucoup dans la collaboration, hormis l'intermède londonienne. En fait, j'ai pas vu vraiment l'intérêt de faire autre chose parce que ça suffisait pour me faire mon bonus, en fait. Je le voyais vraiment comme ça. J'avais pas plus de temps à allouer au développement, quoi. Et vous quittez Londres, vous rentrez à Paris. Donc vous reprenez votre place dans l'équipe. Ça s'est bien passé d'ailleurs ? Le retour plutôt bien, mais ça a coïncidé avec ma volonté de changer de cabinet. Du coup, je suis resté, je crois, 6 mois, et ensuite j'ai rejoint un cabinet français, c'est écrit Valentin Zerouk. Et pourquoi cette volonté de changer ? Il y avait des personnes étaient parties, le cabinet changeait un peu de face, et c'est vrai que je me reconnaissais plus forcément.
Et à côté de ça, j'ai eu des super propositions et je me suis dit, bah, allez, banco. Ouais. Et justement, parmi ces super propositions, donc celle de s'écrit Valentin Zerouk, cette fois passage dans un cabinet français, c'est quelque chose, le côté international ou français, c'était un sujet que vous vous posiez ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Surtout que j'ai vu très vite qu'en fait, SVZ, je travaillais peut-être même plus en anglais que dans le cabinet anglais à Paris. Oui. Donc, en fait, non, j'ai pas du tout perdu sur l'aspect international et j'ai gagné énormément sur l'aspect mise en avant, autonomie, intérêt des dossiers. Enfin, ça a été pour moi un vrai accélérateur, clairement. Et je pense que si j'étais resté dans mon premier cabinet, j'aurais pas eu les clés pour monter mon cabinet, en fait. Ouais. Donc ça, je l'ai vraiment ressenti. Enfin, c'était flagrant. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui fait que s'écrit Valentin Zerouk, que vous avez vraiment senti que la culture vous donnait les clés justement pour ce développement et pour vous développer? Comment ça se manifestait dans vos relations avec le cabinet? Alors, ils m'ont pas donné les clés pour développer mon perso. Ouais. Non, mais par contre, il n'y a jamais eu de problème, sur ça. En fait, le deal, c'était tant que on délivrait au cabinet, il n'y avait pas de problème. En revanche, sur l'aspect mise en avant du collaborateur, ça fait progresser énormément. Donc concrètement, c'est mise en avant le fait d'être présent dans les réunions avec le client, le fait de quelle différence vous avez vu en termes justement d'autonomie et de mise en avant entre le cabinet anglais où vous étiez avant et SVZ? Déjà dans la façon dont les associés se comportent, alors je dis pas que c'est partout pareil dans les cabinets anglais, mais en tout cas c'est très formalisé, très processé. C'est moins libre. Et chez SVZ, j'ai vraiment vu en fait un associé qui gérait sa relation client de façon beaucoup plus libre, de façon c'est ça, vraiment beaucoup plus libre et indépendante. Il y avait moi aussi cet effet client du réseau. Chez SVZ, chaque associé, c'était son client en fait. C'était pas le client du réseau, c'est pas le client que le bureau de Londres envoie. Même dans la gestion du client, ça a rien à voir. Et après, leur politique, c'est vraiment d'exposer les collaborateurs aux réunions de négo, les laisser des fois négocier. Et en fait, c'est des accélérateurs de prise de compétences énormes. Puis sur la typologie des dossiers également, chez SVZ, j'ai vraiment découvert les dossiers les dossiers un peu de place et moins les gros dossiers internationaux, dans le sens où dans l'ancien cabinet, on avait plus souvent l'aspect français du gros dossier mondial. Là, on était impliqué sur le cœur du dossier, en fait. C'était le centre du dossier, c'était ce qu'on faisait nous, quoi. Donc, l'accès aux dirigeants, l'accès aux banques d'affaires, enfin, ce genre de choses. Donc, on peut plus facilement se créer un écosystème, en fait, un réseau que j'utilise du coup aujourd'hui, en fait, parce que j'ai rencontré beaucoup de monde et ça permet de connaître l'environnement des affaires parisien, français et de pouvoir solliciter certaines personnes. Ouais. Et du coup, alors vous y êtes plus chez SVZ, donc combien de temps a duré cette histoire? Quasiment 5 ans. Quasiment 5 ans. Jusqu'à ce que vous vous installiez pour créer Celsius. C'est ça. Ouais. En mars 2021. Ouais. Pourquoi Parce que plusieurs choses. L'activité perso marchait très bien. Je commençais vraiment à avoir du mal à faire mêler les deux. Ça devenait vraiment difficile. Et puis, second aspect, c'est que
le côté entrepreneurial, évidemment, me séduisait. Et puis, je voulais arriver à mêler, en fait, genre mes compétences professionnelles, donc fusion-acquisition, private equity, avec un peu mes aspirations personnelles, qui sont comment on peut faire pour un peu améliorer les choses sur la prise en compte du réchauffement climatique, avoir une économie un peu moins rapide, un peu plus sobre et résiliente. Et ça, en fait, je pouvais le faire, à mon sens, qu'en montant mon cabinet, et pas en m'intégrant dans un cabinet plus gros, voilà, qui a ses propres contraintes. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, on lance Celsius en essayant de mêler l'aspect, la compétence pro, qui est, malheureusement, je ne suis pas ingénieur en agronomie, donc je fais des fusions-acquisitions et des levées de fonds, donc c'est pas les activités les plus vertes par nature. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de mettre ces compétences-là au profit, en fait, de personnes qui, elles, vont porter des projets qui vont dans le bon sens, en fait. Donc, est-ce que vous aviez des possibilités de continuer à évoluer chez SVZ ? Est-ce que vous aviez eu des discussions avec le cabinet à cet égard sur une évolution, éventuellement une association dans la structure ? Oui, on avait eu des discussions sur la suite, et je pense qu'il y aurait eu des projets de proposer, c'est quasi certain. Oui, s'il n'y avait pas eu cette différence de projet de vie, entre guillemets. Et c'est ça. Mais une fois, en fait, que j'avais pris la décision de quitter le cabinet pour monter Celsius, je pouvais plus rebousser chemin. Et puis la liberté que je pensais que ça procure, c'est quelque chose qui peut pas s'acheter par des promotions internes ou de l'argent, en fait. Donc non, ça n'a pas été un choix très très dur à faire. Même si le projet qu'SVZ m'a vendu était super. Vraiment, encore une fois, moi, j'ai eu une collaboration formidable. Mais voilà, il y a eu une petite dissonance entre mes aspirations plus du coup perso que si on raisonnait vraiment rationnellement sur du pro, quoi. Ouais, mais ça compte aussi. Hein. Enfin, c'est aussi au cœur de l'entreprise. C'est pas juste une histoire de chiffres et de. Donc voilà. Donc c'est juste. Enfin, c'est pour ça que je pose la question. Et est-ce que, avec cette question de vos aspirations personnelles, de cette question autour de l'écologie, de contribuer à une économie différente. Est-ce que ça a aussi teinté vos actions de développement avant de quitter SVZ, donc à titre de clientèle perso ? Ou est-ce que c'est plutôt vraiment quand vous êtes inscrit dans le projet de développement de Celsius que vous avez pleinement, entre guillemets, pris cette axe de développement aussi par rapport à l'identité de ce cabinet ? Non, ça a vraiment été après avoir quitté SVZ. Parce qu'avant, j'avais pas forcément le temps de bien poser les choses et ça restait un peu flou. Donc c'est vraiment au niveau de Celsius où on s'est dit, comment on peut faire pour développer une clientèle dans ça, en fait. Donc parce que vous êtes associé avec quelqu'un d'autre. Exactement, avec mon formidable associé Paul. Donc ça a été une association dès le démarrage. Vous avez créé Celsius ensemble ? Non, j'ai lancé tout seul, parce que Paul était aussi chez SVZ. Ouais. Et il m'a rejoint quelques mois après. Il a été séduit par l'aventure. Voilà. Vous lui avez dit, c'est génial cette liberté. J'ai pas dû trop forcer. Donc oui, ça s'est fait avec 6 mois de décalage à peu près. Et avec une vision commune justement autour de cette vision de l'économie, de la place de l'entreprise dans cette économie. Oui, ça pour le coup, c'était un sujet sur lequel on était assez alignés avant. Et en fait, là, ça a consolidé tout ça. Ouais. Et comment est-ce que ça a tenté ce développement, justement ? Donc, je comprends qu'à ce stade-là, vous êtes plus sous perfusion. Sous perfusion, j'exagère parce que c'était surtout le cabinet, mais qu'en tout cas, il n'y a plus un afflux sur Captain Contract. Vous êtes
peut-être même déconnecté de Captain Contract déjà à ce stade-là. Oui, ça faisait déjà de bonnes années. Ouais. Et donc comment est-ce que ça a imprimé les développements du cabinet, votre positionnement, les démarches de développement que vous avez faites, enfin, quelle a été la réflexion autour de ça? En fait, on se disait qu'il fallait qu'on écrive beaucoup d'articles, qu'on soit hyper actif sur LinkedIn. Et en fait, la réalité, c'est qu'on a vite été débordé par le travail. Mais pas forcément que par des clients dans l'impact. Et après, il y a des problématiques aussi réelles qui sont de faire vivre un cabinet. Donc sur ça, on est assez honnête avec nous-mêmes et donc on garde cette ligne directrice qui est être à fond dans l'impact, mais pas que, aussi tout ce qui est finance durable et responsable. C'est une partie d'impact. Voilà. Mais on a aussi des clients historiques avec qui on s'entend formidablement bien, qu'on continue de conseiller, même si ils sont pas en train de trouver la solution pour décarboner l'économie, mais juste parce que c'est une boîte bienveillante où les dirigeants traitent bien leurs salariés. En fait, on va pas refuser de travailler avec des clients juste parce qu'ils sont pas dans l'impact, parce que c'est pas ça qu'on veut non plus. Nous, on veut une économie plus saine, plus respectueuse. Enfin, c'est ça qui nous anime. Donc voilà, on a notre ligne de conduite, on a une raison d'être statutaire qui sera probablement à améliorer et à challenger, mais on essaie de s'y tenir. Et à côté, on a nos clients historiques qu'on accompagne parce qu'on a un très fort institut Personae. On essaie d'intervenir dans des colloques, dans des séminaires sur la finance à impact. Donc non, je pense à l'échelle de 2 personnes, on essaie de faire les choses correctement, mais sans se mettre dans des corners qu'on pourrait pas tenir en fait. Et justement, vous dites que vous pensiez qu'il allait falloir beaucoup publier, être hyper actif sur LinkedIn et tout, et que finalement, en fait, vous avez assez vite été débordé par les clients, par la demande. Et d'où sont venus ces clients justement ? Puisque c'était pas nécessairement par l'hyperactivité sur LinkedIn. Non, mais en fait, ils sont venus. Il y a en fait, il y a les clients historiques, ceux que j'avais en tant que collaborateur. Il y a les clients nouveaux. Et je dirais que ça représente un ratio de 1 tiers, 2 tiers par rapport au lancement du cabinet il y a 1 an et demi. Et en fait, comment ils sont venus ? Je dirais qu'il y a eu cet effet quand même appel d'air qui a vraiment bien fonctionné. L'appel d'air au moment de l'installation, quand vous avez dit, j'imagine autour de vous que vous vous installiez et que vous créiez votre cabinet. C'est ça. Et puis comme je disais, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir 100 clients pour qu'on soit débordé. Après, on peut aussi très vite ne plus être débordé. Mais en tout cas, je touche du bois, mais ça a très vite bien fonctionné. Mais voilà, encore une fois, à l'échelle quand j'ai fait de 2 associés, dont l'objectif n'est pas de travailler jour et nuit. Voilà, il faut aussi être clair sur ça. L'idée, c'est d'arriver à avoir un modèle où on fait des dossiers intéressants pour des gens intéressants, où on travaille, mais aussi on fait autre chose. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que je pense que quand on s'installe, moi je l'observe beaucoup avec mes clients et d'ailleurs quand moi-même en créant mon activité, il y a un côté un peu où un objectif de chiffre d'affaires par rapport à ce qu'on veut pouvoir se dégager comme rémunération, ce qu'on veut pouvoir réinvestir et le temps qu'on veut passer à travailler. Finalement, si on le scinde pas, si on fait pas cet effort un peu de découpage, ça peut sembler être toute une montagne un peu. Et puis en fait, en tout cas, moi, c'est un exercice que je fais souvent avec moi-même, avec Fleur d'Avocat. Je viens juste de le faire avec mon coach d'ailleurs avant de venir, qui est un peu de dire, finalement, si on veut ça, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça représente en termes de nombre d'opérations, de nombre de demi-journées, de nombre de X et donc de nombre de clients ? Et finalement, faire cet exercice de décomposition. Moi, je sais que à chaque fois, j'en ressors en me disant, non, mais en fait, c'est
c'est complètement faisable. Enfin, par rapport à un chiffre comme ça abstrait où on peut se dire ah mais donc je vois très bien ce que vous voulez dire par en fait finalement si on pose les choses à plat, on n'a pas besoin d'avoir 15 000 clients pour vivre correctement, avoir une activité intéressante. Et voilà. En fait, j'avais fait une règle de 3. Je m'étais dit en ayant 20% de ton temps libre alloué à tes clients perso, tu arrives à faire X de chiffre d'affaires. Si j'ai 100%, ça devrait faire ça. Et ça a fait plus que ça, en fait. Et c'est un bon moyen de savoir si c'est viable ou pas, je pense. Mais même si en faisant cette règle de 3, ça tombe pas juste, ça veut juste dire qu'il faut mettre un petit coup de collier. Sur le papier. Ouais. Et donc des clients historiques, d'autres nouveaux. J'imagine que dans les nouveaux clients, j'imagine que il y a ce côté où vous dirigez vos efforts de développement vers cette économie durable et que donc la logique voudrait que les nouveaux clients soient principalement des clients dans ce secteur-là de l'économie. Ça fonctionne comme ça ou plutôt, ouais. Parce que comme je disais pendant la collaboration, moi j'avais pas forcément mis l'accent sur ça parce que ça restait un peu flou et on n'a pas le temps de trop se poser. Mais là les nouveaux clients sont clairement pas tous, mais en tout cas on va dire en majorité des clients qui s'inscrivent dans l'impact. Ouais. Et des secteurs, vous avez pas mal parlé de finances durables, donc beaucoup dans le secteur financier, ou c'est plutôt parce que c'est sur certains types d'opérations financières? Est-ce que dans ce secteur de l'impact, est-ce que vous avez entre guillemets des sous-spécialités qui se dessinent? Alors en fait, c'est assez bien défini par des organismes financiers internationaux, donc il y a vraiment l'impact qui est clairement, je suis une société, je cherche une solution pour décarboner l'économie. Ça, c'est Time for the Planet. En gros, c'est vraiment l'impact pur. Ensuite, il y a la finance durable. Ça va être, je suis une PME industrielle, mais j'ai mis en place une politique RSE pour essayer de limiter mon impact carbone. Et ensuite, il y a la finance responsable, qui serait plus en fait ce qu'on peut appeler le B Corp. Donc j'opère une activité économique, mais je fais vraiment attention à tout mon environnement pour faire les choses correctement, soit au niveau de la parité, des écarts de rémunération, de mon empreinte carbone. Mais j'ai pas forcément envie de décarboner l'économie. C'est plus une approche de l'entreprise. Et nous, c'est vraiment ces 3 pans qu'on veut adresser. Ouais. Ok. Et je pense par exemple à l'interview de Anne Lapierre que j'ai fait, qui est chez Norton Rose en finance, banking finance, et dans le secteur de l'énergie et plus particulièrement de l'énergie renouvelable. Est-ce que vous êtes présent dans plusieurs secteurs de l'économie, au-delà du type d'impact ou de responsabilité sociale, ou est-ce que c'est assez indifférencié? Non, ça c'est assez opportuniste. Et cette année, on a travaillé dans la mobilité, la micromobilité, dans le bio, dans les recharges électriques. C'est assez diversifié. On n'a pas vraiment de secteur. Et par exemple, prenez l'exemple le photovoltaïque. Elle fait énergie renouvelable de façon globale, mais effectivement, elle fait pas mal de photovoltaïque. Et sa dernière barotte, c'est tout ce qui est lié à l'hydrogène, si je me souviens bien de notre échange. Nous, typiquement, ça c'est une approche sectorielle. Nous, c'est marrant, on n'a pas vraiment d'approche sectorielle, quoi. Nous, c'est plus philosophique, en fait. Parce que ce qui sous-tend tout ça, c'est qu'on peut très bien monter une boîte qui est en train de faire des recherches pour trouver la solution qui va sauver le monde. Et si les 2 dirigeants sont des énormes cons, ça va pas forcément vous intéresser. C'est plus ça la distinction, quoi. Et alors c'est une question que je pose et aussi que je pose de façon tout à fait intéressée, parce que
avec ma deuxième entreprise, Iris et Thémis, on a un petit peu cette approche. Donc, c'est de la diffusion d'offres de recrutement en cabinet d'avocats. Et l'idée, c'est de ne diffuser des offres de recrutement que d'équipes en lesquelles on a confiance que globalement les gens seront bien traités, les collaborateurs seront correctement traités. Et je trouve que ça pose une énorme... en tout cas, sur cette entreprise, on a plein de défis, des défis d'acquisition de trafic, des défis de technique en termes de site, comment on fait fonctionner le site, etc. Qu'est-ce qu'on met comme information et tout. Mais ça, c'est presque la partie facile du produit. Mais ce qui est le plus challengeant, c'est ça, c'est finalement comment est-ce que nous, comme entreprise, on peut savoir avec quel type de personnes on a affaire, quoi. Et est-ce qu'ils sont juste sympas avec nous parce que on est partenaire, client-fournisseur, ce qui est une forme de partenariat, et que derrière, en fait, ça pose plein de questions. Donc vous, comment vous gérez ça ? C'est comme on est petit, en fait, on peut le faire au feeling. Mais oui, c'est un problème. C'est un problème. Puis quand on accepte de travailler avec un client, si on s'aperçoit par la suite qu'en fait il est pas si bienveillant que ça, bon, on est un peu loqué. On va pas se dire ah non, tant pis, on fait planter l'opération. Ouais. Donc non, c'est après. Un jour, un client m'a dit, t'auras les clients qui vous ressemblent en fait. Donc sur les grands nombres au niveau statistique. Au final, je pense qu'il a raison. Il y aura toujours des brebis galeuses. Mais si on tire une courbe, je pense qu'au final, les avocats ont les clients qui leur ressemblent, quoi. Et question peut-être question bête, mais est-ce que les opérations pour des acteurs ou de finances responsables, de finances durables, ou la première catégorie que vous avez mentionnée, je me souviens plus, est-ce que ça a une conséquence d'un point de vue technique sur les opérations ? Est-ce qu'il y a des spécificités, entre guillemets, d'un point de vue technique en corporate, M&A, levée de fonds, entre guillemets, pour ces acteurs-là, ou est-ce que c'est la même opération avec, juste pour des acteurs, un certain type d'acteurs, mais qu'il n'y a pas de spécificité technique particulière ? Non, en toute transparence, il n'y a pas de technicité particulière, si ce n'est, des fois les investisseurs vont demander de mettre en place des critères extra-financiers pour mesurer l'impact. Mais ça reste, c'est pas l'avocat qui écrit ça en fait, c'est déjà écrit par eux. Donc non, il n'y a pas de vraie technicité. C'est pour ça que je dis que on n'est pas sectorisé, quoi. C'est que on continue à faire une pratique corporate M&A. Et vous, si on sort de l'approche client, même si ça en fait partie, et qu'on se recentre sur vous, Celsius Avocat, alors tout en sachant qu'aujourd'hui vous êtes 2 associés et que c'est une structure toute récente, vous avez quoi, un peu plus d'1 an maintenant ? Ouais, 1 an et demi. 1 an et demi. Donc vous avez parlé du fait que vous avez des engagements statutaires. Qu'est-ce que vous avez... en quoi est-ce qu'il consiste d'ailleurs cet engagement statutaire ? Alors, c'est une raison d'être, donc statutaire, donc c'est... Donc est-ce que vous êtes officiellement entreprise à mission ? Non. En fait, on s'était posé la question et il faut le faire au moment où on est prêt pour le faire. Quand on lance un cabinet, quand même les premières, il faut faire vivre le cabinet. Et, la mission, même si elle est un peu inscrite en nous, c'est l'essentiel, on va dire, quoi. Juridiquement, on sera la formaliser. On a quand même mis une raison d'être, donc c'est statutaire, et donc on a défini 3 piliers en fait qui sont écrits dans les statuts pour chaque fois nous rappeler quand même qu'elle est là. Et qu'une fois qu'on aura passé cette étape, la première grosse étape du cabinet, qu'on aura validé le modèle, qu'on l'aura viabilisé, qu'on aura pu embaucher, donc avoir plus de temps, on se posera pour structurer vraiment la raison d'être et la mission du cabinet. Mais le faire avant, ça aurait été... on l'aurait bâclé dans tous les cas.
Ouais, on s'est fait la même remarque avec Iris et Thémis. Moi, j'ai poussé au moment de la constitution avec mes associés. J'ai dit oui, je pense que ce serait vraiment intéressant qu'on en fasse une entreprise à mission. Et en fait, on a décidé justement sur ces questions entre guillemets systémiques, quoi, de bien-être au travail, de QVT et puis en fait, on a décidé que c'était vraiment beaucoup se contraindre au moment du lancement de la société et que l'idée, c'était pas, que ce soit juste des mots dans des statuts, mais qu'on prenne des vrais engagements derrière et que le temps qu'on trouve notre modèle, une certaine forme de stabilité financière et qu'on éprouve notre produit, on allait en rester à quelque chose, une mention dans les statuts, mais pas ou dans notre pacte d'associés d'ailleurs, je sais plus, mais pas non plus à un engagement type société à mission avec un tiers qui vient checker quand même. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, après, ça peut avoir l'effet inverse, en fait. C'est de s'embarquer dans quelque chose qui est beaucoup trop gros pour la taille actuelle, Oui. Dans lequel on ne peut pas allouer de temps, et puis et que ça décrédibilise l'action, en fait. Ouais. Donc, quand on aura recruté, qu'on aura structuré un peu l'équipe, on pourra prendre un peu d'auteur et se dire comment on fait concrètement pour aller dans cette direction. Ouais. Même si on y est déjà dans la direction, mais par nos agissements, Paul et moi. Et donc typiquement, ces 3 piliers, c'est quoi ces 3 piliers ? Alors, le premier pilier, c'est que chaque partie prenante du cabinet doit intégrer son empreinte carbone dans ses agissements. Donc, l'exemple le plus évident, c'est pas prendre le taxi, faire beaucoup de vélo pour aller voir les clients, se balader à pied, vraiment essayer de minimiser en fait l'impact carbone. Ouais. Le second, c'est de limiter les écarts de rémunération entre associés et collaborateurs. Bon, vu que là, il n'y a que les associés, c'est assez facile. Ouais, mais n'empêche que c'est quelque chose que vous avez posé avant d'avoir des collaborateurs. Mais voilà, c'est un truc j'espère qu'on recrutera bientôt notre premier collaborateur ou collaboratrice, mais en tout cas, c'est clairement quelque chose sur lequel on se posera pour réfléchir, pour le rationaliser. Et le troisième, c'est concept de bienveillance. Donc c'est un peu mou, mais c'est dire on fait attention à bien se comporter avec lors d'un stagiaire, entre nous, avec les clients. Voilà, pas perdre de vue ça. C'est nos petits piliers, mais sur lesquels on va bâtir des grandes choses. Je n'en doute pas. Et comment est-ce que ça se traduit déjà ? Donc, il y a les démarches de développement que vous faites principalement dans un certain secteur, même si ça ne vous empêche pas d'accepter des clients qui viendraient et qui ne sont pas exactement dans tout ce qui est l'impact économie. Mais, et quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme particularité de Celsius Avocat qu'est-ce que vous avez déjà mis d'autre en place par rapport à ça, par rapport à cette empreinte particulière que vous voulez avoir ? On a recruté un stagiaire, Nathan, qu'on remercie d'avoir accepté de venir chez nous. Mais voilà, on essaie de bien l'intégrer au cabinet, qu'il ait vraiment accès qu'il soit en immersion totale avec les clients. Enfin, on essaie vraiment de l'impliquer au maximum, faire en sorte qu'il ait la meilleure expérience possible, même si pour nous, on débute aussi dans l'exercice. Donc ça, on essaie d'être bienveillant avec lui, disons. Et puis après, ça va être... on fait attention à pas trop consommer en se déplaçant. On prend Too Good To Go le midi. C'est des petits actes comme ça, mais parce qu'aujourd'hui, en fait, on voudrait regarder pour soutenir des assos. Mais la réalité, c'est que là, on n'a pas le temps. On a vraiment pas le temps. Et en fait, on veut pas faire les choses dans la hâte mal. Donc, voilà. On sait qu'on est un peu en retard sur les objectifs d'impact. Mais bon, on peut clairement pas faire autrement. Ouais, on peut pas être partout. Et un démarrage d'entreprise, c'est quand même toujours quelque chose. Et vous disiez tout à l'heure... que il y avait cette recherche entre guillemets du ratio, comment est-ce qu'on peut
travailler sur des opérations intéressantes avec des clients avec qui on a envie de travailler, et en même temps avoir du temps pour nous. Enfin, à quoi est-ce que vous aimeriez aboutir, vous, comme rythme de travail? Un rythme... je pense pas qu'on puisse parler d'horaire, mais en tout cas un rythme où on peut avoir une belle activité pro, mais aussi avoir des moments pour soi, en fait. C'est un peu bête ce que je dis, mais... Ouais, mais justement, qu'est-ce que c'est pour vous? Parce que ça, c'est très personne dépendant, en fait. Moi, par exemple, je suis toujours fan de vélo, donc c'est vrai que quand j'ai lancé Celsius, je me suis dit, tous les mercredis matins, tu travailleras pas, tu iras faire du vélo, ou à l'époque, j'avais une petite lubie d'escalade. Je suis arrivé à le faire 2 fois, par exemple. Ouais. Parce qu'on se fait rattraper par l'agenda. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais, une fois qu'on sera bien structuré, se dire, le mercredi matin, on travaille pas, quoi. Enfin, on fait autre chose. Ça, c'est un bel objectif. Ensuite, pas trop être embêté pendant les vacances. Ça, pareil, c'est un objectif ambitieux, mais à atteindre. Voilà, c'est des choses assez simples, mais... non, mais justement, c'est concret. Moi, j'aimerais travailler à peu près un 4/5e de mon temps, quoi. Et ça, en incluant le temps de développement, pas 4/5e de production, de production et un 5e de... c'est bête, mais je trouve que ça donne des référentiels assez concrets après sur comment on s'organise, et du coup... Donc voilà, déjà le mercredi matin, sain et sauf, c'est pas mal. Ça, c'est l'objectif de rentrée 2022. On va essayer de mettre ça en place. Et vous travaillez le week-end ? C'était pas l'idée, mais là c'est vrai que depuis quelques mois, on est un peu obligé. Enfin, pas tout le week-end, mais c'est beaucoup trop fréquent. Ouais. C'est beaucoup trop fréquent. Ok. Bon, c'est bon signe, ça veut dire que ça marche vraiment bien. Oui, non, c'est clair, c'est bon signe au niveau économique. Après, mon vélo prend la poussière. Donc ouais, non, mais déjà mercredi matin, ça serait top. Gagner une demi-journée tous les 3 ans d'exercice. Ça peut être pas mal comme projet. Ouais, encore mieux. J'aime encore plus cet aspect très progressif de... Moi, j'ai déjà... Du coup, c'est pas du non-travail, mais... Et aujourd'hui est un peu une exception. Mais les lundis, normalement, je fais pas de rendez-vous et pas de production, si ce n'est quand je vois mon coach. Mais du coup, c'est un moment un peu réflexif. C'est une autre approche, quoi. Et déjà, je trouve qu'en termes de rythme, ça casse pas mal la semaine. C'est une autre approche et ça change pas mal de choses. Ouais. Mais bon, je travaille aussi trop souvent les week-ends, donc finalement, ça s'annihile un peu. C'est ça. C'est le risque d'être son propre patron, c'est que. Ouais. Ça, je me le dis souvent. Enfin, je le dis souvent à mes proches. Non, mais voilà, là, je peux m'arrêter quand je veux. Et oui, mais si c'est pour travailler le samedi matin, ça marche plus ton truc. Ouais. Donc, il faut se discipliner. Puis, je pense qu'en disciplinant, en fait, on voit que ça marche. Parce qu'on se dit toujours, non, mais je suis débordé, ça va jamais le faire. Bon, mauvais exemple, mais moi, j'ai des clients qui sont dans le conseil. Donc, pareil, des activités peu prévisibles avec des coups de bourre. Et en fait, ils arrivent vraiment à s'y tenir, à travailler 4 jours par semaine. Mais voilà, c'est comme ça, en fait. C'est une discipline, quoi. Ouais. Ouais, il y a vraiment ce côté discipline. Moi qui travaille avec pas mal de freelance, de personnes qui font du conseil aussi, j'ai l'impression qu'il y a ce côté... franchement, je travaille avec des freelances et j'hallucine des conditions de travail qu'ils imposent à leurs clients, quoi. Parce qu'en fait, c'est eux qui me disciplinent moi, c'est-à-dire dans leurs règles sur... par exemple, je valide le temps dédié à ce projet qu'on va faire ensemble. Je validerai mes créneaux dans mon agenda sur le temps que je prévois de passer dessus. Globalement, une fois que ça sera payé.
Et donc, en fait, typiquement, la facture, elle arrive avant que le travail soit réalisé. Ou sur, pareil, en termes de délai de production, ah ben non, là, non, parce que je serai à tel événement professionnel. Et donc, et en fait, je trouve ça hyper inspirant parce que c'est aussi effectivement des personnes qui sont amenées à avoir des clients qui peuvent avoir des opérations, mais en fait, je trouve ça hyper intéressant de travailler aussi avec des personnes qui arrivent à avoir cette espèce de rigueur sur comment est-ce qu'ils protègent leur temps et leur agenda et leur rythme de travail. Et finalement, ça imprime. Ouais, c'est une autre dynamique en fait de travail. Puisque du coup, la question c'est est-ce que je veux travailler avec cet avocat? Enfin, c'est un mélange entre est-ce que je veux travailler vraiment avec cet avocat ou avec cette personne, quitte à potentiellement reporter d'une semaine, de 2 semaines mon projet, ou est-ce que non, vraiment c'est le projet qui fait que j'ai besoin d'eux et que c'est maintenant. Alors je sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est transposable à une activité de corporate M&A, mais et de levée de fonds et tout, parce que voilà, j'imagine qu'il y a une opportunité qui se présente, l'investisseur, faut pas trop délayer le truc parce que l'investisseur il peut choisir d'aller ailleurs, et donc il y a tout ce rythme, mais quand même je trouve que ça imprime un truc de voir des personnes qui ont des activités comme ça qui arrivent à avoir cette rigueur dans leur à driver le client. Ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre. Ouais. Et ils vous disent comment ils y arrivent? Non, c'est vrai que j'ai jamais trop abordé le sujet. Après, c'est des opérations. Ils sont sur du conseil un peu plus, disons, moins brutal, dans le sens où il n'y a pas d'impératif, comme vous le disiez, d'investisseur qui peut partir d'un moment à l'autre, en fait. Ouais. Donc le rapport de force, il est quand même un peu plus à leur avantage. Ouais. Mais probablement qu'il y a tout de même des progrès à faire côté avocat pour un peu discipliner ses clients, c'est clair. Après, je trouve que le marché là, de la levée de fonds est hyper concurrentiel, ce qui milite pas pour discipliner les clients, même si il y a des limites à tout. Mais ça reste un marché hyper concurrentiel pour le coup. Vous avez l'impression qu'il l'est plus aujourd'hui qu'il y a quelques années? En tout cas, il y a quelques années, peut-être je sentais moins le pouls du marché, on va dire, mais là, c'est vrai que les prix se standardisent, ce qui est le signe d'une concurrence. Et même d'une maturité. Ouais. Non, mais après, c'est une bonne chose dans le sens où il y a moins d'abus, et puis voilà, le prix, c'est le prix. Il y a une petite fourchette. Ouais. Si vous avez une tension en termes de charge, de plan de charge qui commence à être un peu durable, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore recruté? Est-ce que peut-être que votre stagiaire actuel, c'est un pré-recrutement, c'est un élève avocat ou quelque chose comme ça ou... Non, il n'est pas élève avocat. Mais non, mais c'est un sujet de la rentrée, là. Clairement, de septembre. Ouais. Donc, on fera passer une annonce. Ouais. Et ça... je sais pas, vous l'appréhendez comment? Non, mais on a hâte. On a vraiment hâte. Vraiment hâte d'embarquer quelqu'un qui soit emballé par le projet, qui adhère. Ouais. Enfin, on a vraiment trouvé quelqu'un sur qui on peut compter et dire allez, on va développer le cabinet avec cette personne-là. Donc, on a vraiment hâte de la trouver. Oui. Alors, on a parlé donc déjà à rentrée 2022 de nouveaux collaborateurs ou nouvelles collaboratrices. Enfin, c'est même pas nouveau, c'est collaborateurs ou collaboratrices qui intègrent le cabinet avec un mercredi matin ou en tout cas une demi-journée qu'on peut dédier au vélo ou à d'autres choses. Et éventuellement une demi-journée de travail en mois tous les 3 ans de développement. Méga plan ambitieux, j'adore. Comment est-ce que vous voyez, donc j'imagine toujours plus de clients qui sont dans une dynamique ou d'impact ou de responsable ou de durable. Qu'est-ce que vous rêvez d'autre pour le cabinet Celsius? De rallier d'autres associés aussi, dans d'autres matières. Enfin, ouais. Pour le moment, vous êtes vraiment boutique M&A, levée de fonds? Ouais.
exclusivement. L'idée avec Paul, c'est d'arriver à rallier des compétences complémentaires pour créer un petit cabinet où 360, mais avec une expertise sectorielle dans l'impact. Voilà, où on travaille bien, où les gens sont contents. Et c'est vraiment l'objectif, quoi. Créer une entreprise plutôt, et pas se limiter à un cabinet, quoi. C'est vraiment l'objectif à 3 ans. Mais ça, on ne veut pas du tout créer un cabinet de 30 personnes. Hein. Mais voilà, avoir la compétence en droit social, fiscal, IMO, droit public. Chacun a son collaborateur, collaboratrice. Voilà, c'est quelque chose qui nous dirait bien, de créer un petit cabinet bien sympa. Et je vous ai pas demandé, mais vous avez des tentations de retourner dans le sud ou d'installer une partie de l'activité dans le sud ou... Complètement. Non, mais l'objectif, c'est moi, je vis à Paris, mais c'est de me délocaliser dans le sud assez rapidement, mais en gardant le cabinet à Paris et en faisant des allers-retours. C'est un projet à moyen, court terme. Ouais. Ok, trop cool. Quelle est votre dernière joie ? Dernière joie ? Ouais. Professionnelle ? Celle que vous voulez, ça peut être une joie personnelle. La dernière. La dernière... Hier, j'ai fait un plat que j'avais jamais fait, une échine de porc marinée au cidre bio, et ça m'a procuré une joie immense. Ah ouais, ça a l'air bon, une échine de panne. Ouais. Et ensuite, elle est cuite pendant 6 heures en cuisson lente. Au four. Au four. Trop bon. Voilà, donc je recommande. Servi avec des pommes de terre qui ont caramélisé dans le cidre. Vous avez la recette ? J'ai la recette. Ouais, je prends. je vous mettrai sur le lien du podcast. Bah ouais, on mettra sur le lien du podcast et je prends à titre personnel. Ça doit être bon. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? J'ai pas de robe. Donc, non, je sais pas répondre. Et sur votre robe au figuré, sous votre titre d'avocat ? Un cuissard de vélo. Un cuissard de vélo ? Pas mal. Vous faites du vélo autour de Paris ? Oui, en Chevreuse ou à Longchamp. Ouais. Ok, bon, c'est du vélo alors. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine!